Voilà, bonjour à toutes et tous, hein, bienvenue au cycle numérique humain et critique, donc troisième saison qui s'intitule La cohabitation numérique urbaine, locale et globale. Et donc dans ce cadre, nous avons invité le Reset, qui est un hackerspace féministe, à venir nous présenter leur projet. Voilà, je vais bien entendu leur laisser la place pour nous expliquer un peu ce qu'est un hackerspace et surtout ce qu'est un hackerspace féministe. Mais juste avant, peut-être pour ceux et celles et ceux qui nous écouteront par la suite, peut-être faire un peu le point sur un hackerspace. Donc un hackerspace est est un lieu physique où des gens peuvent échanger des ressources et partager des connaissances. Alors sur mais souvent dans la sphère plutôt du numérique, du digital, etc. Mais pas que. D'ailleurs, vous verrez que dans le Reset, ils ont d'autres projets peut-être plus pratiques et plus ancestraux, on va dire. Voilà. Alors que dire d'autre? C'est un projet. Les hackerspaces ont vu le jour en Allemagne dans les années 90. Alors aujourd'hui, alors moi je n'ai qu'un chiffre de 2012, on parlait déjà de 1000 hackerspaces dans le monde, mais j'imagine que depuis 2012, à mon avis, on a pas mal triplé, voire quadruplé, voire... Voilà, on n'avait pas de chiffre non plus, donc voilà, ça on vérifiera par la suite. Que dire d'autre? Voilà, peut-être les formules d'usage, hein. C'est toujours bien de citer l'ensemble des partenaires. Donc, ce cycle numérique, il est initié par Point Culture, hein, donc qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi par PAC, donc Présence Action Culturelle, par Culture et Démocratie, par le CESEP, par la concertation, donc Action Culture Bruxelles, par Action Média Jeunes, par la Revue Nouvelle, par le Centre Libex et par le collectif Formation Société EP. Comme ça, voilà, on a fini avec les formules d'usage. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout de suite nos invités de la journée, enfin de la matinée. Alors nous avons Zora, bonjour Zora, bonjour. Qui est psychologue, clinicienne féministe, donc qui milite pour l'autonomie et l'émancipation, qui est cofondatrice du Reset. Nous avons Lou alias aussi, si j'ai bien compris, c'est Jem. Agem, pardon. Militant queer et féministe, cofondateur du Reset. Et ici, à ma gauche, Sam, militant et amateur de Queer Games, membre du Reset. Voilà, tout de suite, je vous propose de nous présenter le projet, donc plus ou moins 45 minutes, pour nous présenter de A à Z le projet du Reset. Et puis ensuite, on vous laissera la parole, bien entendu. N'hésitez pas à noter des questions tout au long de ces 45 minutes pour qu'on puisse ensuite y répondre. Je vous souhaite une agréable conférence. Merci. Donc bonjour. Donc on va vous présenter le hackerspace qu'on a fondé à Paris, qui se réunit une fois par semaine, le dimanche, depuis 2016. Et on va partir des constats qu'on a faits sur le terrain, de ce qui ne convenait pas ou de ce qui ne permettait pas à tout le monde de participer correctement à des dynamiques de hackerspace, notamment les femmes et les personnes queer. Et ensuite, on va vous expliquer quels outils on a utilisés pour créer cet espace et comment on l'a pensé politiquement et théoriquement et sur quoi on s'est appuyé finalement pour faire ce qu'on fait. Et on vous racontera donc ce qu'on fait pour terminer. Alors, vous avez un petit QR code si vous avez de quoi le flasher. Vous avez toutes les diapos qui seront en ligne pardon, sur notre wiki. Si vous n'avez pas de quoi flasher, vous pouvez aller directement sur notre wiki qui est disponible sur notre site. Vous aurez toutes les infos à la fin. Ok. Ah voilà, merci. En tout cas, voilà, il y aura un certain nombre de ressources puisqu'on va citer un certain nombre de notions, mais on ne va pas s'arrêter dessus. Et si jamais ça vous intéresse d'approfondir, on aura énormément de liens et de textes à disposition sur notre wiki si ça vous intéresse. Donc, pourquoi on a créé le Reset, comment, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je viens de dire, en fait. Donc, on va commencer. Alors, pourquoi un hackerspace féministe? D'abord parce que pour les personnes habituellement exclues de ces lieux, c'est-à-dire majoritairement les personnes qui sont des femmes, les personnes queer ou les personnes qui n'ont pas de connaissances techniques particulières, il y a un fort sentiment d'illégitimité à venir fréquenter un hackerspace au départ.
Alors pourquoi ce sentiment d'illégitimité concernant notamment l'informatique? On a fait un petit détour par quelques petites statistiques, notamment deux articles qu'on vous a mis sur le wiki qui sont très intéressants. Un article qui s'appelle Effet de genre, le paradoxe des études d'informatique de Isabelle Collet, qui est sorti en 2011, qui pointe le décalage, en fait, c'est une étude sociologique, qui pointe le décalage entre le stéréotype de l'informaticien hacker et la réalité des métiers, en fait, des sciences et techniques de l'information et de la communication. Donc Isabelle Collet nous dit: quand les intitulés des formations en informatique comportent les mots information ou communication, le pourcentage de femmes y est supérieur à 50%. Quand ces formations comportent des intitulés connotés sciences et techniques, la fréquentation des femmes chute à 7%. Et donc ça, par exemple, ça parle déjà de soi. Rien que de pointer qu'une formation va être technique ou informatique de manière claire, les femmes n'y vont plus. Les filles, en tout cas, ne vont pas se former. Une autre phrase qu'on a relevée qui nous semblait importante de ce texte, c'est que presque tous les métiers administratifs utilisent un ordinateur. Je pense que tout le monde ici utilise un ordinateur. Une secrétaire, un comptable, une comptable vont passer certainement autant de temps qu'un ou une informaticienne devant un ordinateur. De même, beaucoup d'informaticiens vont utiliser un ordinateur pour des questions de bureautique classiques, comme faire un diaporama ou faire ses comptes ou écrire un document sous Word. Et pourtant, informaticien, dans l'imaginaire collectif, ça renvoie toujours à programmeur, en fait. Donc voilà, dès lors que les mots sont connotés à ce point, déjà, le sentiment d'illégitimité, il a une forme d'existence. Ensuite, il y a l'enquête GenderScan sur les femmes dans les métiers scientifiques qui a eu lieu en France en 2016. Et c'est une enquête qui a relevé que la proportion des étudiantes en sciences fondamentales passe son temps à régresser en fait, à l'université en France. Donc elle est tombée de 28% en 2010 à 25% en 2015. Et en BTS d'informatique ou de services numériques, en 2010 on était à 10% et on passe à 7% en 2015. En IUT d'informatique, donc les formations les plus techniques autour de l'informatique, la proportion de femmes stagne à 8% à peu près tout le temps. Voilà, donc les jeunes femmes restent spécifiquement à l'écart des secteurs sciences, technologies et innovation, et le rapport d'enquête est très clair puisqu'il interprète ces données comme résultant de l'importance des stéréotypes sexistes, tout simplement. Alors, pourquoi les stéréotypes sexistes et pourquoi s'y conformer? Le point de départ, ça va être l'éducation genrée des petits garçons et des petites filles. Et donc, il y a une pédagogue féministe italienne qui s'appelle Elena Giannini Bellotti, qui en 1973 avait produit un essai sociologique qui s'appelle Du côté des petites filles. C'était une enquête qu'elle avait faite par observation dans les crèches, les écoles, les familles, où elle mettait en évidence que les stéréotypes sont enracinés avant même la naissance des enfants. En chacun de nous, en assignant des propriétés, des qualités différentes aux filles et aux garçons tout au long de leur petite enfance et éducation, mais même avant même que l'enfant naisse, dans la préconception de l'enfant. Et donc, ce qui est relevé, c'est une infériorité systématique du sexe féminin et les filles ayant une valeur moindre au niveau social et étant moins désirées que les garçons. Et donc, elle relève au cours de son ouvrage toute une série de conditionnements qui passent par les jeux, les jouets, la littérature enfantine, etc. Donc voilà, si on ne trouve pas de femmes dans les hackerspace, il y a déjà un point de départ où on ne trouve pas de femmes qui font beaucoup d'informatique, on ne trouve pas de femmes qui se sentent légitimes à faire ça. Pour autant, les femmes, elles sont là dès les débuts de l'informatique. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de voir des femmes faire, mais c'est une question de transmission de l'histoire des femmes dans les sciences et techniques et d'occupation de l'espace par ces femmes. Parce que finalement, les premières expertes en informatique, c'était des femmes dans des professions subalternes. Donc notamment, à la fin du 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Pickering qui avait des données mathématiques à calculer et il trouvait que les hommes qu'il avait embauchés n'étaient pas suffisamment bons et il a dit, puisque c'est comme ça, je vais confier le travail à ma bonne. Elle sera sûrement plus douée que vous. Et en fait, oui, elle a été douée parce qu'elle appliquait des qualités dites féminines, à savoir de l'attention, de la précision, vite fait, bien fait et en silence. Et donc ça lui a beaucoup plu et donc il a continué à embaucher des femmes qu'on a appelées les Harvard Computers, c'était à l'université d'Harvard. De la même manière, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de femmes
ont été des calculatrices, des programmeuses, des crypto-analystes. Elles ont manipulé les premiers ordinateurs, enfin ce qui allait donner les premiers ordinateurs. Et si on poursuit un petit peu dans l'histoire, dans les années 60, j'imagine que vous avez peut-être vu le film Hidden Figures sur les femmes de la NASA. Donc ces 3 femmes, Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan, donc étaient 3 scientifiques afro-américaines qui ont quand même contribué à des avancées majeures et ont permis quand même... bon bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Dans un climat de machisme et de ségrégation raciale, elles ont produit des avancées énormes, tout en étant absolument pas reconnues. Alors que le mot computer donc vient de ces Harvard Computers, des femmes qui calculent. C'est ça la base de ce terme. Donc des trajectoires balistiques pendant les guerres, du déchiffrement de données, des trajectoires de satellites ensuite au sein de la NASA, etc. Enfin, énormément d'autres exemples. Et donc c'était un travail répétitif, peu valorisé, et qui a été effacé et oublié dès lors que... il n'était plus question d'embaucher des secrétaires pour manipuler des machines, mais des ingénieurs en informatique, qui là sont devenus des hommes, dès lors que la profession s'est technicisée et valorisée. Voilà. Un dernier exemple sur cette histoire des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'actrice Hedy Lamarr. Donc c'est une actrice hollywoodienne extrêmement connue, extrêmement belle. Qui avait joué c'est une des premières femmes à avoir joué une scène d'orgasme nue, et donc ça a été condamné par le pape à l'époque, ça a défrayé la chronique, et en général c'est pour ça qu'on retient Hedy Lamarr, mais en fait Hedy Lamarr elle a aussi inventé la technique Lamarr, qui est un système de codage des transmissions appelé étalement du spectre. Entre autres, ça sert aux liaisons chiffrées militaires, puis plus récemment à la téléphonie mobile et au Wi-Fi, tout ce qu'elle a théorisé et imaginé à ce moment-là. Et je trouve que Hedy Lamarr, elle condense sur elle toutes ces histoires d'illégitimité des femmes, d'effacement, d'éducation genrée aussi, puisqu'elle est retenue par l'histoire avant tout en tant qu'éternel féminin, fantasme, femme. C'est drôle parce que... J'aime beaucoup Hedy Lamarr, donc je peux en parler des heures. Il va falloir m'arrêter. Il y a un texte issu du journal de l'armée américaine où l'invention a été mise en avant à l'époque, et où on dit, donc elle est prise en photo très belle dans son canapé, et on dit elle est vraiment très jolie, elle n'a pas tout compris à ce qu'elle a fait, mais heureusement son mari était là. En gros, l'article dit ça en substance, alors que cette femme est juste un génie en fait, à mon sens, et une inventrice hors pair, mais c'était sur son temps libre, c'était pas sa carrière de femme. Et les carrières de femmes, et ça on va y revenir par la suite, c'est globalement d'être belle, d'être sexualisée, ou de faire du care. Et c'est de ça dont on va aussi vous parler, puisque c'est tout à fait lié au fait qu'on trouve peu de femmes ou de personnes queer dans les hackerspaces. Voilà. Je te passe la suite. Une fois qu'on a réussi à passer outre ce sentiment d'illégitimité et à enfin rentrer dans l'informatique et dans un hackerspace, on se rend compte qu'on est dans un endroit où il n'y a pas les solutions qu'on cherche en fait pour tous nos besoins. Des besoins qui vont être spécifiquement féminins, il y en a, notamment quand on va commencer à parler de cyberharcèlement, qui est un bon sujet d'actualité aussi. Aujourd'hui, quand on essaye de lutter contre le cyberharcèlement, on a des entreprises comme Facebook qui décident que la politique du vrai nom sur Facebook, c'est vraiment important pour lutter contre le cyberharcèlement. Là où, en fait, il y a plein de féministes qui disent non, parce que du coup, on est vachement plus identifiés, c'est vachement plus facile de nous stalker, donc c'est pas hyper efficace. Autre chose qui a eu lieu surtout aux États-Unis, avec toutes les affaires Weinstein, MeToo, etc., il y a des mecs qui se sont dit ouais, quand même, faudrait qu'on réfléchisse à cette notion de consentement pendant la sexualité. Et comment on fait pour prouver qu'un viol est un viol ou n'en est pas un? Et on va faire une application sur laquelle on peut cocher qu'on est consentant. Et du coup, en fait, c'est comme signer un contrat avant d'avoir une relation sexuelle, on coche qu'on est consentant. Et du coup, il y a plus de viol, puisqu'elle a signé qu'elle était consentante. Et donc, en fait, on n'a plus le droit de changer d'avis, quoi. Et donc, à chaque fois, on se rend compte que quand c'est pas les personnes concernées qui trouvent une solution, généralement, c'est un peu moisi, quoi. Et ça, c'est un truc qui est assez récurrent. Il y en a des bouquins entiers d'exemples de solutions à des problèmes qui sont vraiment pas du tout des solutions. Et en fait, de mecs, généralement, qui
parlent de problèmes qui ne sont pas les leurs, dans une manière hyper paternaliste de « Ah là là, ces pauvres filles, elles ne savent pas faire de l'informatique, on va inventer ça à leur place, parce que sinon, elles s'en sortiront jamais », et qui, du coup, ont cette vision hyper paternaliste de l'informatique, où ils vont aider quelqu'un qui a des problèmes qui ne sont pas les leurs. Là où, du coup, les féministes, et notamment le Reset, on prend conscience de l'importance de la parole des concernés, déjà parce qu'on est des personnes concernées, à plusieurs niveaux. D'abord dans l'identification des besoins, parce que pour savoir quels sont nos besoins, on a besoin de les formuler nous-mêmes, parce que nous les avons identifiés. Ensuite, dans l'organisation, quel est le bon format pour répondre aux besoins qu'on a identifiés. Ensuite, dans les interventions, c'est-à-dire que nous organisons nous-mêmes et nous présentons nous-mêmes les solutions que nous avons trouvées et nous formons nous-mêmes entre nous. Et ensuite, dans la communication et le public, c'est-à-dire que nous faisons attention à avoir une communication qui s'oriente majoritairement vers un public de femmes et de personnes queer qui, du coup, vont pouvoir venir à nos ateliers. Un exemple de ça, c'est les crypto-parties qu'on organise au Reset. Les crypto-parties, c'est un mouvement qui a démarré en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Asher Wolf, qui est... en gros, un moment où les personnes se réunissent pour apprendre à sécuriser leurs informations et à chiffrer leurs mails et à chiffrer leurs ordinateurs, etc. Et en fait, on s'est rendu compte au Reset que la plupart des femmes qui venaient pour apprendre à chiffrer leurs mails, elles n'avaient pas du tout besoin de se protéger de la NSA, mais elles avaient besoin de se protéger de leur ex qui les stalk. Elles avaient besoin de se protéger du forum 1825 qui organise des raids. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais en tout cas, en France, il y a un forum de jeux vidéo qui s'appelle le 1825, et quand il y a une féministe qui fait des vidéos, ils envoient 50 commentaires insultants et plus qu'insultants à la suite. Et donc, en fait, on a commencé à organiser des sessions de chiffrement et d'apprentissage du chiffrement spécifiquement pour se défendre du cyberharcèlement et en répondant aux besoins qu'on voyait de notre côté. Une autre chose qu'on voit autour de ces questions de crypto-parties, c'est la notion que tout le monde a le même modèle de menace. Là où nous, on peut identifier spécifiquement que les femmes et les personnes queer ont des modèles de menaces spécifiques, on va à l'encontre de l'idée que tout le monde a les mêmes besoins. C'est ce qu'on appelle la critique du sujet neutre, que Lucie Rigaret a appelé la critique du sujet masculin, parce qu'en fait, quand c'est neutre et que ça concerne tout le monde et que ça concerne le grand public, en fait, généralement, ça concerne les mecs. Et ça concerne jamais les problématiques de population spécifiques. Et donc, on s'adresse systématiquement à des mecs, mais sous couvert de neutralité et de grand public. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le questionnement de la masculinité hégémonique, qui a été théorisé par Raewyn Connell. La masculinité hégémonique, c'est l'idée qu'il y a une forme de masculinité qui est reconnue et qui est valorisée. Et à côté de ça, avoir une masculinité qui soit différente, notamment une masculinité queer, une masculinité PD, une masculinité trans, c'est pas quelque chose qui est reconnu et c'est pas quelque chose qui est intégré au sujet masculin neutre dont on parlait tout à l'heure. Et du coup aussi, en fait, on s'est également intéressé à comment est-ce que les femmes et les personnes queer étaient traitées en fait dans les hackerspaces. C'est-à-dire que si jamais on trouve un hackerspace qui propose des activités qui pourraient nous intéresser, comment est-ce qu'on va être accueillis et qui fréquente en fait ces lieux. Et là, enfin, le constat, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est que qui fréquente ces lieux, c'est des hommes qui sont jeunes, qui sont blancs, qui sont plutôt hétéros et qui sont formés techniquement, en fait, qui ont aussi confiance dans leurs compétences, que ce soit des vraies compétences ou des compétences qui s'inventent pour eux. Ils sont très confiants, ils aiment bien parler en fait de leur technique. Et du coup, les autres, ceux qui sont donc qui ne sont pas ces mecs blancs hétéros, et donc en particulier les femmes ou les personnes qui sont minorisées, deviennent soit invisibles, soit sexualisées. Et du coup, en fait, soit on est la chair fraîche qui débarque au hackerspace et du coup tous les mecs vont nous regarder, soit on est le bro et du coup on fait partie des mecs et du coup on est totalement invisibilisé.
Et du coup, en fait, ces lieux, c'est dû à un déni du coup de présence, où en fait, c'est les personnes qui fréquentent les hackerspaces pensent qu'en fait, les autres ne sont pas intéressés par ce qu'ils vont faire et que du coup, ils sont pas là. Même s'il y a une personne physique qui est présente, en fait, ils s'imaginent pas que ce soit par intérêt pour les activités proposées. Il y a un déni de compétences aussi, où en fait, on va penser que si t'es là, mais en fait, tu sais pas faire, du coup, je vais te montrer. Et du coup, on part du principe que si jamais une femme ou une personne minorisée intègre le lieu du hackerspace, c'est pour se faire expliquer des choses, en fait, et pas pour partager son savoir qu'elle pourrait déjà avoir. Et du coup, c'est un environnement qui n'est pas du tout accueillant si on ne fait pas partie de cette majorité. C'est même parfois menaçant, ça peut être exotisant, ou il y a aussi des hackerspaces qui peuvent se complaire pour sur le fait d'avoir par exemple un token. On va dire ah bah on a une personne trans dans ce hackerspace et du coup c'est la personne trans du hackerspace et du coup c'est gênant au mieux. Et du coup en fait tout ça participe à perpétuer une forme de syndrome de l'imposteur des personnes minorisées qui vont aller fréquenter ces lieux, où on se dit en fait que quoi qu'on fasse, bah, ce sera pas bien parce que ce sera pas aussi bien que ces personnes qui ont confiance en leurs compétences et qui vont essayer de tout nous expliquer. Et du coup, ça peut aussi donner ce qu'on peut théoriser comme un gaslighting qui est systémique pour les personnes qui seraient pas familière avec le terme de gaslighting. En fait, c'est une technique de manipulation qui consiste à faire croire à l'autre que ce que la personne raconte n'est pas vrai, que ça n'est pas arrivé, et pour en fait l'amener à douter de ses propos. Et du coup, il y a une perte de notion de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, et donc ça crée une forme de dépendance à l'autre. Et du coup, il y a une perte totale de confiance en ses propres capacités. Et du coup, là, il y a une forme de dépendance qui va se créer entre les personnes qui n'ont pas, qui arrivent dans le milieu des hackerspaces. Et il y a aussi ce qu'on a pu contester, c'est une hypocrisie de la duocratie, où en fait, il y a toute cette idée de hackerspace où ceux qui savent faire font. Il y a cette idée de DIY, de do-it-yourself, où en fait c'est des gens qui ont des connaissances communes partagées, qui vont faire ensemble. Et en fait, comme ils partent de la même base de connaissances, ils s'interrogent pas du tout sur en fait est-ce qu'il y a sur en fait le niveau de connaissance des autres personnes, ce qui peut donner lieu à par exemple des cours de code, on va dire pour débutants. Mais en fait, si jamais on n'a jamais codé de notre vie, en fait, on va arriver et puis on saura rien faire parce qu'en fait c'est pour débutants, c'est-à-dire que tu connais que JavaScript et le Python quoi. Et en fait non. Il y a des gens qui vraiment n'ont jamais, qui viennent en pensant apprendre le code. Et en fait, non, on vient vous apprendre à à gagner plus une expertise dans un domaine de compétences que vous êtes censé déjà avoir. Et du coup, si on est un noob et qu'on sait pas et qu'on a envie d'apprendre, en fait, on ne peut pas. Donc il y a une barrière à l'entrée qui fait qui renforce la dépendance. Où en fait il y a zéro autonomie, et en fait on le remarque aussi dans des logiciels en fait qui voudraient se rendre accessibles, du coup qui se veulent nous friendly et qui en fait conservent quand même une barrière à l'entrée. Je vais vous donner l'exemple du projet Why You Know Host, en fait, qui est un outil qui facilite l'auto-hébergement. Du coup, on est censé pouvoir héberger sur sa propre machine ses mails, son site web, voilà, effectivement, c'est très user-friendly, l'interface graphique est assez facile d'accès. Donc, si j'y connais rien, je peux quand même auto-héberger mon site ou mes mails. Mais en fait, dès qu'on essaie de comprendre comment ça marche, dès qu'on essaie de poser des questions, en fait, il y a une énorme barrière. C'est-à-dire que l'interface graphique est très très simplifiée, et si je veux modifier les moindres choses, en fait, il faut rentrer dans du code complexe, et en fait, on peut pas, si jamais on est vraiment débutant. Donc voilà, c'est des savoirs qui sont un peu cachés, où on va empêcher les gens d'accéder au savoir pour pouvoir leur expliquer et créer de la dépendance. Et donc du coup, en constatant ça, nous, on s'est dit qu'on allait mettre en place des outils au Reset pour éviter ces problèmes. Et du coup, on a pensé l'accueil et l'organisation pour y répondre, notamment en créant un environnement qui se veut safe pour les personnes minorisées, parce qu'en fait, le patriarcat ne disparaît pas aux portes des hackerspaces, il est partout, il n'y a pas de terrain neutre, et du coup, il faut contrebalancer
le patriarcat et les facteurs qui empêchent l'accès au hackerspace, aux femmes et aux queers. Et du coup, pour permettre un environnement qui soit le plus sécurisant possible, on s'est concentré sur 3 objectifs au Reset. Le premier, c'est l'accueil, où en fait, chaque personne qui passe les portes du hackerspace est accueillie individuellement par un membre de l'équipe, pour pouvoir en fait répondre à ses besoins, lui donner un repère si jamais c'est quelqu'un qui est timide et qui oserait pas en fait poser des questions. Comme ça, on lui donne un point de contact et la personne sait qu'elle n'est pas seule. Parce qu'on peut avoir des gens qui arrivent et en fait qui sont perdus parce que d'autres gens sont dans des activités et du coup on les accueille, on les intègre à l'espace en fait. On essaye aussi de préserver et de protéger les personnes à travers une charte. Notamment, on a une charte qui est affichée sur notre site internet, qui est affichée sur le lieu, là où on accueille les gens tous les dimanches. Et donc c'est une charte qui donne notre vision politique et qui donne en fait les limites du lieu et le positionnement des participants et des participantes. Et le troisième objectif, c'est d'occuper le terrain en fait, c'est d'être visible, de montrer qu'on est là et de reprendre la place qu'on ne nous donne pas ailleurs. Pour ça, du coup, donc on a plusieurs outils pour donner un cadre qui soit rassurant et accueillant, le mieux possible. Donc la charte dont je viens de vous parler, le lieu également, vu qu'on est situé dans le bar La Mutinerie, qui est un bar queer et féministe. Donc ça donne un cadre qui est plus accueillant pour des personnes qui soient queer et féministes. On se donne aussi la possibilité de faire des ateliers en mixité choisie. Si jamais on en ressent le besoin. Donc c'est dans notre boîte à outils. Et le discours qui est tenu est féministe et clair. Et en fait, les personnes sont accueillies par une équipe de personnes concernées. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens de se vouloir un hackerspace queer et féministe si jamais on est accueilli par des mecs qui vont en fait reproduire les schémas qu'ils ont dans d'autres hackerspaces. Et un autre point qu'on trouve important aussi, c'est le fonctionnement par programme, où en fait du coup on publie à chaque fois notre programme pour le mois à venir et on explique en fait à quelle heure vous commencez les ateliers, en quoi vont consister les ateliers et à qui ça s'adresse, donc le plus souvent à des grands débutants ou des grandes débutantes, parce qu'en fait ça permet de trouver ces marques, ça permet aux gens de venir sans se demander ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire qu'on se dit pas si j'y vais mais si je connais personne, peut-être que c'est quelque chose que je sais pas faire, du coup j'oserais pas. Donc comme ça donne un cadre pour les personnes et ça leur permet de prendre leur marque en fait pour accéder à des ateliers où ils se sentiront peu à peu plus capables avec des ateliers qui partent vraiment de zéro. C'est-à-dire que nous on a donné des ateliers des cours de code de Python où quand on disait ça s'adresse aux grands débutants, on partait de c'est quoi le code, comment ça fonctionne, et comme ça, même si on n'avait jamais touché au code avant dans sa vie, on pouvait venir aux ateliers. On a aussi mis en place un atelier de serveur mail communautaire où en fait on a commencé le premier atelier, c'était c'est quoi un mail, comment ça fonctionne, pour que vraiment, même si on n'a jamais touché à ça avant, on puisse en fait accéder aux ateliers. Et du coup, la transmission est également assurée au maximum par des femmes et des personnes queer pour contrebalancer, justement. Et on occupe également l'espace sur les réseaux sociaux, au niveau de la com. En fait, ça permet aux personnes de nous cerner, c'est-à-dire que si quelqu'un voulait voir notre compte Twitter, voir que on répond aux mecs qui essayent de prendre de la place, qui essayent de donner des explications là où en fait leurs compétences sont plutôt imaginées. Et quand ils essaient de prendre de la place sur les réseaux sociaux. Si des personnes ont des questions à nous poser, nous on est là pour leur répondre, on essaie d'être le plus réactif possible. Et comme ça, si des personnes s'interrogent sur c'est quoi la ligne du Reset, ils peuvent voir sur nos réseaux sociaux on se laisse pas faire et que oui, on est là pour protéger les personnes si elles ont besoin d'être protégées et de donner accès aux connaissances si jamais les personnes cherchent à y accéder. Et du coup, on travaille également sur les relations interpersonnelles dans le cadre du Reset, dans nos outils. Oui. Et donc notre deuxième outil, une fois le cadre que Sam vient de décrire posé, notre outil va se baser sur une éthique du care. Notre outil, pardon. Le seul outil qu'on a. Non. Dans notre boîte à outils, on va surtout avoir l'éthique du care qui est la base de l'éthique féministe en fait. Et donc je vais vous faire un petit
rappel rapide sur ce que c'est, l'éthique du care et d'où ça vient. L'idée, c'est effectivement, quand Sam dit protéger les personnes si elles en ont besoin, c'est justement l'inverse du paternalisme qui était décrit tout à l'heure, c'est l'inverse de l'infantilisation perpétuelle des personnes mises en position de sujet de la technique, sujet au sens de soumis, et pas en tant que personne qui pourrait faire des choses et qui serait capable ou qui pourrait gagner en compétences. Tout ça, cette idée-là, elle sort pas de nulle part, elle se base justement sur l'éthique du care. Donc, l'éthique du care, c'est Carol Gilligan. En français, c'est éthique de la sollicitude. Et donc, Carol Gilligan a parlé d'éthique du care en définissant un petit peu de quoi il s'agissait. C'est basé sur le care, donc c'est basé sur des pratiques de soins. Et donc, dans la vie, les femmes sont amenées à prendre soin et à répondre aux besoins des autres, principalement au sein du foyer, où elles s'occupent des enfants, entretiennent la maison, s'occupent de tout préparer pour quand leur mari rentre du travail. C'est terrible, hein, dit comme ça. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe toujours dans la vie, mais c'est une espèce de schéma de pensée sur la place des femmes à l'intérieur, la place des hommes à l'extérieur, et le care s'est assigné de manière essentialisée au féminin. Et donc les femmes, et avant ça les petites filles, sont éduquées dans l'objectif de pouvoir comprendre les besoins et savoir y répondre. Et ça donne l'impression que les femmes sont plus empathiques, les femmes sont plus capables de réaliser ce travail, les femmes savent mieux le faire, comme si c'était inné, alors qu'en fait on leur inculque dès la plus tendre enfance des valeurs comme le soin, l'attention, la sollicitude, la prévenance, la compassion, la responsabilité, tout en inculquant aux petits garçons et aux hommes plus tard qu'ils peuvent être infantilisés à cet endroit-là et qu'ils peuvent être complètement dépendants, sans se prendre en charge. Partant de ça, donc, on a tout un tas de réflexions philosophiques que je vous épargne. On en arrive au travail de Joan Tronto, puisque le travail du care est essentialisé et invisibilisé. Et elle va définir les 4 éléments du care. Que c'est ça. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est de ça que j'ai envie c'est là-dessus que j'ai envie d'appuyer, puisque le care, il est invisible, il est essentialisé, c'est-à-dire c'est féminin, les femmes le font naturellement. Et du coup, on n'y répond pas et on ne le remercie pas, on ne le remarque pas, on fait comme si ça allait de soi. Au Reset, justement, on va se baser sur les 4 éléments du care de Joan Tronto, en partant du principe que le care, c'est une compétence qui est acquise et pas un élément inné propre aux femmes. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut apprendre à faire du care. Et donc apprendre à écouter, accueillir et accompagner les personnes en respectant leurs besoins, leurs demandes et en les laissant en capacité de le faire. C'est-à-dire que la fameuse charte dont ça me parlait, c'est pas juste pour protéger des personnes qui seraient juste vulnérables, c'est pour donner aux personnes des outils pour se préserver et demander de l'aide si nécessaire. Donc les 4 étapes du care, c'est d'abord l'attention, c'est-à-dire être attentif à l'autre, à ses besoins, pouvoir répondre à ses besoins, ça sous-entend déjà de les avoir remarqués, de les avoir éventuellement demandés, ou d'avoir aidé la personne à les formuler. Le deuxième point, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que pour apporter du soin ou de l'aide, il faut s'en sentir responsable. Et il n'y a qu'à regarder dans une pièce quand un enfant pleure, qui va se sentir responsable, par exemple, d'un seul coup. Pour s'en sentir responsable, il faut pouvoir se définir comme étant investi dans la relation de care, c'est-à-dire je vais m'occuper de cette situation, je vais aller voir un tel pour voir s'il a besoin de quelque chose. C'est une place active, c'est pas une étiquette passive de toi tu es faite pour ça donc tu vas le faire. Le troisième point, donc après l'attention et la responsabilité, c'est la compétence. C'est-à-dire que pour apporter du care à quelqu'un, encore faut-il en avoir la compétence, c'est-à-dire évaluer ses propres capacités à le faire. C'est pas d'emblée dit, et surtout on n'est pas toujours la personne la mieux placée pour aider dans certaines situations. Et enfin la 4e étape, qui est importante et intéressante par rapport à ce qu'on fait, c'est la réaction, c'est-à-dire la capacité à reconnaître l'existence de la relation de care, y réagir. Donc ça peut être un remerciement ou pas, une rémunération, un échange de services, mais c'est pas forcément une réciprocité. C'est juste formuler l'existence de la relation de care et donc reconnaître qu'il y a une position des participants dans cette relation. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ok, merci. Pour le petit coup d'œil qui dit oui. Donc nommer ce qui a été fait, qu'il y a eu un effort qui a été fourni par la personne qui donne les soins, qu'il y a une personne qui a été
en vulnérabilité, qu'il y a eu une demande d'aide ou de soins à ce moment-là, et que le travail qui a été réalisé est considéré. Parce que pour en revenir à la présentation des hackerspace typiques, ce qui est valorisé, c'est quoi? C'est de savoir coder, d'être un super hacker, d'être un génial informaticien qui a un gros cerveau et qui fait des maths. Super. Mais en fait, pour qu'un hackerspace existe, il faut que le lieu existe, qu'il soit entretenu, qu'il soit ouvert, que des personnes soient attendues, c'est-à-dire préparer un programme, préparer des lieux, installer des chaises, enfin ce que quelqu'un a fait ici pour nous en fait. Le monsieur qui est venu nous brancher l'ordinateur a fait du care. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont invisibles la plupart du temps. Et notre travail politique et féministe, c'est de les visibiliser et de les reconnaître, toutes ces relations, pour ne mettre personne sous tutelle et ne mettre personne dans l'obligation de s'occuper en permanence des autres. Parce que c'est ce que font déjà les femmes partout ailleurs. Et les personnes queer aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc, finalement, cette éthique du care féministe, elle va rendre visibles les rapports de pouvoir et elle va nous permettre de les travailler. Du coup, je vais parler de rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir qui existent au RISET, ce sont ceux qui existent de manière générale dans la société, c'est-à-dire des rapports de pouvoir en termes de genre, en termes de classe, en termes de race. Un rapport de pouvoir aussi qui est assez évident au RISET, c'est le rapport qui existe entre la personne sachante et la personne apprenante, qui forcément crée une relation de pouvoir à cet endroit-là. Et là-dessus, on utilise vraiment les théories de Foucault, comme quoi toutes les relations sont traversées par des relations de pouvoir, et l'idée c'est pas de s'en débarrasser, mais c'est vraiment de les interroger et de voir à quel moment est-ce qu'elles sont pertinentes et de voir comment est-ce qu'on peut les transformer si on en a besoin. Et du coup, ça veut dire analyser en permanence dans quelle situation est-ce qu'on est par rapport aux personnes autour de nous. Pour faire ça et pour analyser ce qui se passe dans les relations de pouvoir, on va utiliser le féminisme matérialiste, c'est-à-dire qu'on va analyser les conditions matérielles d'oppression. Les conditions matérielles d'oppression, ça veut dire qu'est-ce qui matériellement agit sur nos vies et nous empêche ou nous favorise pour faire certaines choses. Typiquement, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'être né garçon, ça nous favorise à aller vers des études d'informatique et ça nous donne un privilège de connaissances sur l'informatique que ne vont pas forcément avoir des personnes qui sont nées filles ou qui ont été éduquées comme telles. Et donc, à chaque fois, on se demande quels vont être les privilèges de la personne. Et typiquement, une personne qui va être sachante dans un domaine, c'est souvent pas n'importe comment qu'elle en est arrivée à être sachante à cet endroit-là. Et la personne qui est apprenante, elle vient notamment parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de l'apprendre ailleurs qu'au RISET. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup au RISET, de personnes qui n'ont pas pu l'apprendre à l'extérieur du hackerspace. Et donc, pour renverser ces rapports de pouvoir, on fait beaucoup de choses, notamment cette question d'apprentissage et cette question en fait d'éducation populaire, c'est-à-dire de redistribuer le savoir qu'on a pu acquérir à des moments et de le redistribuer aux personnes qui viennent et qui n'y ont pas forcément eu accès. Et d'autre part, ça va être aussi une question de visibilité, c'est-à-dire que pour renverser ces rapports de pouvoir-là, on va montrer qu'il y a des meufs et il y a des personnes queer qui sont capables d'eux, on va montrer qu'on existe, on va montrer qu'on a fait des choses et qu'on existe physiquement. Typiquement, quand on imprime en 3D des clitoris, là vous en avez tout un tas ici, on en a fait dans toutes les couleurs, c'est merveilleux, il y en a partout. C'est la déco principale du lieu, je crois. Et du diaporama, ouais, c'est vrai, les petits bullet points sur le diaporama sont des clitoris schématisés. On en met vraiment partout, partout. Ça, c'est déjà montrer qu'on a des corps qui existent, en fait, mine de rien. Des corps qui sont jamais représentés nulle part et qui existent. On parlera par la suite de nos corps aussi et de comment est-ce qu'il y a plein de choses sur les corps genrés féminins, que ce soit des corps cisgenres ou transgenres, qui ne sont pas du tout visibles, jamais. Une autre visibilité, c'est la visibilité de ce qu'on fait. On en a parlé un petit peu au début. Zora en a parlé, notamment avec les Harvard Computers ou Heidi Lamar. On travaille aussi sur le concept de Her Story. La Her Story, en fait, c'est l'histoire, mais au féminin, c'est-à-dire identifier les femmes dans l'histoire qui ont fait des choses. On a eu un projet notamment qui est un projet récurrent et qui évolue d'année en année au moment de la fête de la science,
qui est un projet qui s'intéresse aux femmes de science. Et qu'est-ce que les femmes ont fait dans la science? Et donc, chaque année, on itère sur ce sujet-là. L'année dernière, on a fait comment on appelle ça, une chasse au trésor. Ça, c'est pas une chasse au trésor, mais c'est un parcours dans la ville où on pouvait trouver des affiches. On a collé des affiches dans 4 arrondissements de Paris et on pouvait y aller et scanner un QR code pour avoir des informations sur cette personne. Et donc, on avait une 50aine de meufs qu'on a affichées dans Paris comme ça, et 30 de plus sur le site internet, puisqu'on en a mis une en ligne par jour en plus. Donc, on a fait un travail de recherche pour trouver une centaine de meufs qui avaient fait des choses dans l'informatique. Et en fait, il y en a plein, c'est juste, et dans les sciences, il y en a plein, et c'est juste qu'on n'en parle jamais, quoi. Et donc, visibiliser ces choses-là, c'est aussi renverser ces rapports de pouvoir-là à une échelle globale. Et donc là, j'ai beaucoup parlé de rapports de pouvoir qui sont liés au genre, mais ce n'est pas les seuls. Et on va notamment parler aussi au reset d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est l'idée qu'on est traversé par des rapports de pouvoir qui sont complexes. Par exemple, on peut être oppressé en tant que femme, mais on peut être aussi oppressé en tant que personne noire. Et une personne qui va être oppressée en tant que femme noire, c'est pas juste une addition de sexisme et de racisme, mais c'est une oppression qui est bien spécifique et qui s'adresse spécifiquement aux femmes noires. Et on va reprendre donc l'intersectionnalité. Ça a été, c'est un concept qui a été théorisé par des femmes noires et notamment par Kimberlé Crenshaw. Et c'est quelque chose qui va être repris à d'autres croisements d'oppression, notamment on peut parler de transféminisme par exemple, qui est un concept qui va s'intéresser notamment aux discriminations qui sont subies par les femmes trans. Enfin voilà, il y a tout un tas de croisements d'oppression comme ça, et à chaque fois on va regarder à ce croisement spécifique quels sont les besoins des personnes concernées, est-ce qu'on y répond ou pas, est-ce que ces personnes souhaitent faire un atelier sur le sujet ou pas, ou est-ce que ces personnes se sentent représentées dans l'espace et donc suffisamment en confiance pour venir, parce que c'est pas juste des ateliers sur leurs besoins, mais c'est juste qu'on réponde à leurs besoins pour qu'elles puissent venir faire des ateliers sur autre chose aussi. Donc tout ça, c'est important. Voilà. Et donc tout ça, ça nous amène à critiquer le modèle jurisprudentiel du féminisme, théorisé par Donna Haraway. Le modèle jurisprudentiel du féminisme, donc ça c'est une théorie qui arrive au moment des sex wars aux États-Unis, donc fin des années 70, début des années 80. Le modèle jurisprudentiel, c'est l'idée de dire il y a des choses qui sont justes et il y a des choses qui sont fausses. Et par exemple, le féminisme c'est bien, l'hétérosexualité c'est mal, Linux c'est bien, Mac c'est mal. Enfin, voilà, c'est tout un tas de grands principes avec lesquels on vit tous les jours. Et nous, on vient les interroger systématiquement, avec l'idée qu'on ne veut pas qu'il y ait des choses qui soient des grands principes. On ne veut pas qu'il y ait des choses qui soient censurées au reset, et on est systématiquement en train de questionner les choses. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte des sex wars à l'époque, donc c'est quelque chose qui a vraiment été théorisé dans ce contexte-là, mais qui peut évidemment s'appliquer d'un point de vue plus global. Il y avait des personnes, notamment Catherine McKinnon et Andrea Dworkin, qui ont été appelées des féministes anti-sexe, qui analysaient que le consentement c'était quelque chose de compliqué, parce qu'on est évidemment formé par des rapports de pouvoir, parce que les filles et les femmes sont systématiquement poussées à être douces et gentilles, à être là pour les besoins des mecs, et les mecs sont systématiquement éduqués à n'en avoir rien à foutre des besoins des meufs. Et du coup, tout ça, ça fait qu'au moment où on veut donner son consentement, c'est quand même un petit peu compliqué de se débarrasser tout d'un coup de 20 ans, 30 ans, 40 ans d'éducation sexiste pour pouvoir donner son consentement. Donc le consentement n'est jamais libre. Et à partir de là, elles en arrivent à la formule de « all sex is rape », qui est un petit peu, justement, un de ces grands principes de modèle jurisprudentiel. Et donc, Judith Butler et Donna Haraway, qui, elles, ont été qualifiées de pro-sexe, vont critiquer ce modèle jurisprudentiel-là en disant « non, on peut se réapproprier ces outils-là, et notamment le sexe, et se les réapproprier pour en faire des endroits de pouvoir ». Elles vont notamment s'opposer à la censure, puisque pour elles, la censure, ça crée des experts qui vont décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Un petit peu comme quand un geek, pour faire le parallèle, un geek vous dit que Linux c'est bien et Mac c'est mal, mais sans vous expliquer le détail. Ça fait des grands principes et ça fait des experts qui décident, qui savent et auxquels on se réfère. Et comme
comme on ne sait pas, comme on n'a pas interrogé nous-mêmes ces questions-là et qu'on applique ce que disent les experts, ça nous enlève notre capacité d'agir et notre capacité de comprendre et de se réapproprier les choses. Et donc elles vont parler de réappropriation, notamment de réappropriation des mots et des insultes. C'est comme ça que naissent les mouvements queer, puisque queer à la base c'est une insulte qui veut dire transpédéguine. Mais c'est aussi comme ça qu'on va expérimenter sur nos vies, sur nos corps, sur nos sexualités, sur l'informatique, sur toutes les choses qui touchent à nos vies et qu'on fait toute la journée en fait, et qu'on va systématiquement tout expérimenter dans l'idée que peut-être qu'il y a des choses qui sont mal, peut-être qu'il y a des choses qui sont bien, mais on va comprendre ce qu'il y a derrière, on va les faire, on va les expérimenter. Et on verra bien pour tirer nos propres conclusions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, cette déconstruction-là et cette analyse matérialiste, elles vont nous permettre de reconstruire à notre façon et donc de reprendre du pouvoir sur nos vies, nos corps, nos expériences. Donc ça, c'est un élément essentiel de notre positionnement politique au Reset. Un deuxième appui théorique essentiel, c'est le cyberféminisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler jusqu'à présent, parce que si c'est pas le cas, allez juste taper cyberféminisme sur Google Images, c'est assez foufou. Hein. C'est notamment un mouvement artistique qui produit un certain nombre de visuels incroyables, assez kitsch et assez délirants. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Et donc, le cyberféminisme dont je vais vous parler, déjà on peut qualifier le Reset comme un espace cyberféministe. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Les différents accès à la technique et aux outils numériques basés sur le genre, donc on a bien vu qu'elles sont socialement construites, hein, je crois que là on a enfoncé le clou depuis une demi-heure, et donc du coup on peut envisager la technique comme un outil cyberféministe et qu'on va se réapproprier. Et donc Donna Haraway, dont Lou parlait tout à l'heure, a écrit un texte qui s'appelle Le Manifeste Cyborg et qui permet de critiquer l'essentialisme. C'est-à-dire l'idée qu'une personne est de manière innée faite pour telle ou telle chose. Donc en 1991, elle écrit le Manifeste Cyborg, dans lequel elle va démonter justement une approche essentialiste et dualiste du monde, c'est-à-dire qu'elle va dégommer les oppositions nature-culture, masculin-féminin, machine-organique. Et donc en dégommant le dualisme machine-organique, c'est là qu'elle va utiliser la métaphore du cyborg, qui va nous permettre un peu plus de penser et d'avoir une lecture du monde un peu plus riche que un modèle jurisprudentiel. Voilà. Et donc, bon, si je résume très grossièrement la pensée de Donna Haraway, nous sommes tous et toutes des cyborgs dès lors qu'on utilise des objets techniques, c'est-à-dire en fait tout le temps. Dès lors qu'on est des êtres humains dans un monde de culture, on y est. À partir de là, prendre conscience de ça et utiliser cette métaphore du cyborg, ça va nous permettre justement de tenter de dépasser les limitations corporelles dans une perspective féministe. Puisque Donna Haraway critique la justification traditionnelle du patriarcat en montrant qu'en fait le naturel est tout à fait construit. À partir de là, enfin, moi quand j'entends ça, j'ai envie de me dire on fait ce qu'on veut. Et donc on essaye plein de choses. Finalement, on peut penser à différentes initiatives de déconstruction du genre, comme le texte Testo Junkie de Paul Preciado, je ne sais pas si ça vous parle. Donc quelqu'un qui a expérimenté sur son propre corps, un philosophe qui a expérimenté sur son propre corps la prise d'hormones et qui en a parlé. C'est un document assez intéressant. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le même principe pour les hackerspace finalement. On va reprendre le pouvoir en utilisant et en subvertissant des outils technologiques. Et ça m'en parlera un petit peu plus tard quand il sera question de nos expérimentations et de ce qu'on fait au Reset. Et donc, le Reset s'inscrit à ce titre-là dans le mouvement cyberféministe, dont je vais vous faire un petit historique rapide parce que c'est quand même assez fun et que ce serait dommage de s'en priver. Donc, le mouvement cyberféministe débute dans les années 90 et propose une critique d'Internet et des outils techniques qui seraient des toys for boys, donc des jouets pour garçons, et souhaite se réapproprier ces objets et ces espaces. Donc on a très pompeusement la première internationale cyberféministe qui se forme et qui en fait est issue d'un groupe cyberféministe qui s'appelle le All Boys Network, qui a convenu de ne pas définir ce qu'était le cyberféminisme et qui a donc produit un texte qu'on a mis en lien sur le wiki, dont vous avez un extrait à l'écran, qui ne définit pas le cyberféminisme par 100 antithèses du cyberféminisme. Vous en avez un certain nombre. Et donc ce groupe, quand il se réunit en physique, s'appelle
une internationale cyberféministe. La première internationale cyberféministe a produit cet écrit. Donc c'est un groupe fondé à Berlin en 1997 qui s'intéresse à la multiplicité des positionnements cyberféministes, actant qu'il n'y a pas la femme, mais des femmes, des pratiques, qui concrètement s'appuient sur un serveur, une mailing list, des rencontres en physique, les fameuses internationales. Et chaque membre du groupe doit s'identifier femme pour faire partie de ce groupe cyberféministe, mais évidemment en allant au-delà de toute considération biologique. C'est pas tellement la question. Un autre groupe qui fait partie des groupes qui nous inspirent, c'est VNS Matrix, qui est un collectif australien qui a employé le terme de cyberféminisme pour la première fois en 1991 dans leur manifeste cyberféministe pour le XXIe siècle, où vous pouvez lire, si c'est assez lisible, oui, que le clitoris est un lien direct vers la matrice. Voilà, c'est tout un programme politique qui s'annonce. Leur idée, c'est de sortir de la pseudo-neutralité du réseau Internet. On parle beaucoup de neutralité, justement, du net. Internet est en fait un espace conçu par et pour des hommes blancs et hétéros. Et l'idée, c'est de sortir de cette pseudo-neutralité et travailler à partir des femmes, des corps, des fluides corporels, et de s'en servir pour rendre toutes les questions de numérique et d'Internet politiques. Puisque finalement les enjeux de pouvoir sur Internet sont les mêmes qu'en dehors, contrairement à une espèce de vision neutre où un utilisateur serait absolument dégenré dès lors qu'il toucherait à un outil informatique. C'est vraiment ce à quoi s'oppose le mouvement cyberféministe et à quoi nous nous opposons aussi. J'ai l'impression que j'oublie plein de trucs, mais tant pis. C'est pas grave. Je vais finir avec une citation d'une artiste cyberféministe qui s'appelle Faith Wilding et qui dit: pour que le féminisme soit en adéquation avec son cyberpotentiel, il doit s'adapter pour rester en phase avec les mouvements complexes des réalités sociales et des conditions de vie. Celles-ci sont bouleversées par l'impact qu'ont les technologies de la communication et les technosciences sur nos existences. C'est au cyberféminisme d'utiliser les perspectives théoriques et les outils stratégiques du féminisme et de les coupler aux cybertechniques afin de se battre contre le sexisme, le racisme ou le militarisme encodés dans le software et le hardware du net, politisant ainsi l'environnement. Et ça résume exactement les prétentions politiques qu'on a au Reset. En toute modestie, bien sûr. Voilà, et à partir de là, on va essayer de vous montrer les types d'expérimentation qu'on peut faire au Reset pour produire notre propre expertise à travers notamment l'atelier Queer Games qu'on a mis en place. Alors du coup, je vais revenir un petit peu sur les Queer Games, ensuite vous expliquer ce que nous on en fait. Donc le terme Queer Games ne définit pas un genre de jeu qui est spécifique, avec un gameplay qui est particulier, comme ça peut être le cas pour les jeux de rôle, ou les jeux de tir, ou les jeux militaires. En fait, il est plutôt employé pour parler d'un ensemble de jeux qui sont créés par et pour des personnes queer qui en fait en ont marre d'être invisibles ou d'être mal représentées par des stéréotypes plutôt négatifs dans les jeux vidéo. Et donc en fait les Queer Games c'est devenu un mouvement il y a quelques années avec comme principales figures qui sont connues les créatrices Anna Entropy, Merit Kopas et Matty Bryce. Donc je vais vous parler un petit peu de leur jeu par la suite. Et en fait qui ont gagné une nouvelle attention parce qu'en fait des créatrices de jeux queer il y en a depuis très longtemps. C'est juste qu'en fait il y a quelques années Anna Entropy a sorti un livre qui s'appelle Rise of the Video Game Zinesters. Les zinesters en fait c'est les gens qui font des zines. Qui produisent des zines, et du coup là c'est produire du jeu vidéo comme on produit des zines, des fanzines, je sais pas. C'est encore en débat. Où en fait le but c'était de parler de créer des jeux vidéo par et pour les personnes concernées et de s'approprier les moyens de diffusion des zines, mais pour les jeux vidéo. Et en fait, le but, c'était... Dans son livre, il y a toute une première partie qui explique du coup un constat sur qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui et qu'est-ce que les queer games peuvent... comment sont faits les queer games, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait aux personnes, les problèmes de représentation
dans le jeu vidéo. Et en fait, toute la deuxième partie du livre, c'est toute une série d'exemples, en fait, d'outils qui sont à disposition des personnes, des outils qui sont la plupart gratuits, qui sont faciles à utiliser pour montrer qu'en fait, toutes les personnes concernées peuvent faire des jeux. Qu'en fait, c'est pas quelque chose qui appartient à juste une industrie qui s'est approprié une expertise. C'est qu'en fait, il y a plein d'outils faciles à prendre en main qui peuvent être utilisés pour raconter des histoires différentes et créer des queer games. Et donc en fait, c'est le mouvement des queer games. En fait, c'est juste que c'est des gens qui se sont rassemblés et qui en fait ont commencé à faire entendre leur voix. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt insularisé. En fait, c'était des créateurs et des créatrices qui créaient un peu dans leur coin, pour dire. Et en fait, récemment, ces dernières années, en fait, c'est des gens qui se sont rassemblés, qui ont commencé à partager leur savoir, à partager leur jeu et à se faire entendre. Et donc, ça a donné ce qu'on appelle le mouvement des queer games. Et donc le but, c'est de reprendre possession d'un média, donc le jeu vidéo, et de ses moyens de production pour créer des jeux et représenter des identités, des situations, des corps et des sexualités qui sont diverses. Et en fait, du coup, cette variété d'expériences permet de prendre en compte un public qui se sent généralement exclu des jeux vidéo et des espaces de pratique du jeu. Et donc dans cette même idée de prise en considération de la diversité des joueurs et des joueuses, on essaie de rendre ces jeux accessibles. Donc en fait souvent ils sont peu coûteux ou gratuits ou à prix libre en fait, parce que c'est une personne qui fait un jeu et qui du coup va recevoir l'argent et qui ne demande pas un long temps d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont souvent assez courts. Il n'y a pas besoin de savoir manipuler une manette, parce qu'une manette c'est quand même énormément de boutons, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir un super ordinateur qui fait tourner à 60 fps le tout dernier jeu. Parfois c'est juste sur un navigateur web, ça peut suffire pour profiter des jeux. Et comme ça, tout le monde en fait peut en profiter. Il y a une notion d'accessibilité. Et donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur la façon dont on représente les identités et les discours qui parlent des personnes queer. Et donc dans ce contexte, souvent c'est des jeux autobiographiques qui ont été mis en avant. Parce que ça a commencé avec des créatrices qui racontaient leur histoire. Par exemple, Matty Bryce, elle a créé un jeu qui s'appelle Mainichi, où en fait elle voulait expliquer à ses proches ce que c'était que de vivre en tant que femme trans racisée qui vit avec une dépression. Et en fait, elle trouvait pas les moyens de l'exprimer, et du coup, elle a fait un jeu où en fait, on joue Matty Bryce, et on va répéter la même journée encore et encore, et en fait, on fait les choix auxquels est confronté Matty Bryce. C'est-à-dire, est-ce que je me lève ou est-ce que je reste couché? Est-ce que je sors pour aller voir mon ami ou est-ce qu'en fait, non, je vais jouer aux jeux vidéo toute la journée? Quand je vais payer au bar, est-ce que je vais utiliser ma carte bleue? Mais sur ma carte bleue, il y a mon prénom qui va me genrer, et du coup, le barman va savoir qu'en fait, c'est pas l'identité sur laquelle je me présente. Ou est-ce que je paye par cash? Est-ce que je me maquille? Mais si je me maquille, je vais avoir peu de réflexions de gars dans la rue. Mais si je me maquille pas, je vais avoir des réflexions transphobes. Et en fait, du coup, c'est montrer en fait tous les chemins de pensée qu'elle traverse pour essayer de donner à voir son expérience aux personnes qui sont autour. Et donc ça a commencé avec pas mal de jeux autobiographiques, mais il y a aussi des jeux qui sont juste qui sont plus légers, qui sont là surtout pour faire des détournements de jeux qui existent déjà. Par exemple, Anna Entropy, elle a sorti un jeu qui s'appelle Lesbian Spider Queens of Mars, où en fait c'est un détournement de Pac-Man, mais où on joue du coup une lesbian Spider Queen sur Mars, avec son armée d'esclaves, et c'est très fun. Voilà, si vous avez l'occasion, et c'est disponible assez facilement. Voilà, il y a tous les liens sont sur le wiki. Si vous voulez tester des queer games, il y en a plein qui sont du coup faciles d'accès et la plupart du temps assez fun. Et donc en fait, voilà, l'intérêt des queer games et d'utiliser le jeu vidéo, c'est qu'en fait, un jeu vidéo, c'est quoi? C'est un système de règles. Et en fait, les personnes queer sont des personnes qui subissent l'oppression des systèmes en fait de la société. Et du coup, reprendre le jeu vidéo, en fait, c'est se réapproprier des systèmes et les rendre visibles aux gens pour qui ils sont généralement invisibles. C'est-à-dire que les personnes pas concernées, parfois, ne voient pas ou refusent de voir les systèmes d'oppression qui concernent les autres. Et du coup, un jeu vidéo, c'est un moyen de mettre les gens face à un système de règles. Et du coup, c'est un excellent moyen de proposer des critiques des systèmes qui sont existants.
Et du coup, au Reset, on a commencé avec un atelier Queer Games qui était là avant le Reset, même, qui est arrivé en 2015, qui a été créé par Zora et Marion, qui est une autre personne du Reset. Parce qu'en fait, à la base, c'était pour amener la discussion des Queer Games en France, faire connaître le mouvement, et du coup, les ateliers Queer Games qui ont lieu tous les derniers dimanches du mois au Reset, puisque l'atelier a rejoint le Reset quand le Reset a été créé en 2016. Le but, en fait, c'est de parler des Queer Games, de faire tester des Queer Games aux gens, et en fait, d'en créer pour s'approprier les savoirs et l'expertise. Des exemples de ce qu'on a fait avec l'atelier, c'est on a créé une borne d'arcade où en fait les contrôleurs, c'est des clitoris imprimés en 3D. Et en fait, l'idée est venue avec l'arrivée du modèle du clitoris 3D. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire entre les jeux vidéo et ces clitoris. Et en fait, du coup, on s'est dit on va faire une bande d'arcade. Et en fait, au lieu d'avoir un joystick, et ben, on a un clitoris. Et du coup, il faut toucher les différentes parties du clitoris pour animer, voilà, comme manette. Vous pourrez voir, c'est assez cool. Et du coup, pour ça, en fait, on a Céline de l'atelier qui a créé un jeu qui s'appelle Clitospace, où en fait, c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez un peu des jeux d'arcade, où en fait, c'est un jeu de tir où on est un vaisseau, et du coup, on tire à la verticale sur plein d'ennemis qui nous arrivent dessus. Et du coup, au lieu de jouer un vaisseau, en fait, on joue un vaisseau en forme de clitoris. Et les ennemis, ça va être, par exemple, un caducé. Voilà, ça va, le bouclier, c'est un préservatif féminin. Il y a une attaque fontaine. En fait, c'est un moyen, du coup, de se réapproprier un langage, de se réapproprier nos corps, en fait. Et en même temps, de s'amuser. Parce que c'est quand même important quand on parle de jeux vidéo. On essaie aussi de détourner des mécaniques de gameplay. Par exemple, un autre jeu que Céline a fait, on joue une sorcière pendant l'Inquisition. En fait, on se retrouve enfermé parce qu'on a été accusé de sorcellerie. Et en fait, du coup, on est enfermé dans un donjon. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas une sorcière. Donc, on n'a pas des super pouvoirs comme dans les RPG où on va pouvoir lancer des boules magiques, tout ça. Et du coup, on doit utiliser notre cerveau. Et du coup, la sorcière, c'est le jeu, en fait, un puzzle game où du coup, il va falloir résoudre des puzzles et utiliser notre propre connaissance pour s'en sortir. Donc, voilà une façon de se réapproprier un médium. Pour reprendre le contrôle sur les mécaniques de jeu et le contrôle des systèmes en place pour contrebalancer les systèmes oppressifs qu'on voit au quotidien et du coup créer une forme d'empowerment. Un autre type d'expérimentation qu'on essaie de mettre en place en ce moment en Reset, c'est sur l'autogynéco. Et du coup, on s'est pas mal inspiré du collectif Gynépunk, qui est un collectif catalan qui revendique vouloir donc décoloniser le corps féminin et qui développe des outils de gynécologie de première urgence pour les femmes en difficulté sociale, réfugiées, travailleuses du sexe ou même pour les femmes qui font partie du collectif. Un exemple de ce qu'elle développe, c'est un kit gynéco d'urgence. Et du coup, en fait, c'est d'avoir une manette dans laquelle on peut avoir des outils à disposition assez facilement, notamment pour réunir en fait des outils de DIY de biohacking et analyser des fluides corporels, le sang, l'urine, les fluides vaginaux. Par exemple, il y a des moyens de fabriquer une centrifugeuse pour séparer le liquide et le solide et analyser les résultats au microscope, faire un microscope et aussi faire un incubateur pour faire croître les bactéries. Et ensuite, du coup, révéler leur présence. Et donc, en fait, elles font aussi développer des modèles de spéculum en 3D via de spéculum imprimé en 3D. Ouais, ça. Non. Oui. Donc, avec un modèle qui est disponible en ligne. Et donc, en fait, les gynépunks veulent permettre à celles qui le souhaitent de faire un biolab DIY pour faire des tests de routine et de permettre aux femmes en fait de se libérer en fait de la médecine et des traitements auxquels les femmes peuvent faire face dans le cadre gynécologique. Et donc suite
à ces constats, en fait, on a organisé en décembre dernier une journée corps et sexualité, dans laquelle il y a énormément de projets en fait qui ont été présentés et qui ont donné lieu à beaucoup d'initiatives. Il y en a 3 sur lesquelles je vais revenir principalement ici. Notamment essayer de vulgariser le savoir médical sur les hormones pour rendre les savoirs accessibles, puisque le savoir médical est souvent élitiste, pour ne plus dépendre des médecins et des traitements, et essayer de documenter du coup nos expériences. Et donc on s'inspire également du projet open source Oestrogène qui est développé par Marie Magic, qui du coup développe des protocoles pour l'émancipation de la molécule d'œstrogène et qui essaie de développer du coup un lab open source sur l'œstrogène. Donc on va essayer aussi de construire un lab et d'utiliser du coup de récupérer des équipements pour récupérer des œstrogènes de synthèse et également du coup trouver des moyens de mesurer en fait tout ce qu'on pourrait avoir besoin de mesurer dans ce cadre d'autogynéco. Donc voilà, on a beaucoup de projets qui reposent énormément sur l'expérimentation pour essayer de gagner notre propre expertise et du coup gagner en indépendance. Du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est vous encourager à venir nous voir. Si vous êtes de passage à Paris un week-end, on vous accueillera avec plaisir. Super, ben, c'était vachement intéressant. Je pense que vous aurez encore pu durer des heures. Malheureusement, nous avons un timing serré. Donc, il nous reste un quart d'heure au lieu des 3 quarts d'heure, mais c'est pas grave. Je pense qu'elles auraient, à mon avis, répondu déjà pas mal de vos questions. Donc voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, on va juste vous passer un micro. Comme la séance est enregistrée, vous n'êtes pas filmé, mais par contre, votre voix sera enregistrée pour qu'on comprenne bien la question avant d'entendre la réponse. Merci encore à vous 3 en tout cas. Merci beaucoup. C'est juste où à Paris, en fait? On est au bar La Mutinerie, 176 rue Saint-Martin, juste à côté de Beaubourg, donc dans le centre. Alors, on a tout un tas de petits flyers, stickers sur la table, donc n'hésitez pas à venir vous servir en partant. Il y a toutes les informations dessus, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Moi, je me demandais ce que c'était que la mixité choisie. Et aussi si l'articulation féminisme-cuir, ça allait de soi, ou si c'était un choix. Et pourquoi ? Alors, la mixité choisie, c'est l'idée que des fois on a besoin d'avoir un espace dans lequel on va être plus en confiance pour discuter de certaines choses ou pour apprendre certaines choses. Et parfois, la confiance, ça passe par être dans un environnement où les personnes qui sont là partagent des expériences avec nous. Typiquement, on va parler de cyberharcèlement, et ben on va faire un atelier en non-mixité de meufs, par exemple, parce que les meufs se font cyberharceler. Enfin, voilà, c'est un exemple. Et donc la mixité choisie, c'est pas nécessairement la non-mixité meuf telle qu'elle est souvent entendue, mais c'est en tout cas une mixité qui est choisie, c'est-à-dire où un certain type de personne va être privilégié pour entrer et d'autres personnes ne vont pas du tout pouvoir rentrer, etc. Ça répond ? Oui, l'articulation. Et l'articulation queer et féminisme, elle va de soi au Reset parce qu'on est majoritairement des personnes queer et féministes. On a 60% de personnes trans dans l'organisation du Hackerspace. Donc, on a un mec cis hétéro. On en a un. Voilà. Ouais, c'est notre token. Donc voilà, pour nous, cette articulation-là, elle va de soi. C'est pas le cas de toutes les personnes queer et de toutes les personnes féministes. Moi, je suis bien contente d'être venue, de vous avoir écouté et que vous existiez en fait, parce que vous avez mis des mots sur plein de choses que j'ai ressenties dans des cryptos ou bien lors des rencontres mondiales des logiciels libres ou sur les forums. Et à chaque fois, ce malaise comme ça, mais sur lequel je ne sais pas mettre de mots. Et voilà, vous mettez de la consistance et c'est reconnu. Et voilà, chapeau. Merci parce que c'est vraiment... Enfin, je crois qu'on est plein de femmes à ressentir ça. Et sans mots, on ne sait pas le partager, en fait. Et ça n'existe pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Moi, je me posais une question sur le public du coup, qui fréquente votre hackerspace. Quelle est la proportion de public vraiment spécifique
concernés, on va dire, par les problématiques plus liées au féminisme, etc. Et quelle est la proportion après de public plus, entre guillemets, traditionnel des hackerspaces, on va dire, qui viendrait dans le hackerspace comme il viendrait dans n'importe quel autre hackerspace. Et du coup, s'il y a des gens comme ça, comment ça se passe au niveau du contact, etc. Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée au début, puisque on a, comme Sam l'expliquait, on a pensé tous nos outils de communication pour faire signe aux femmes et aux personnes queer. C'est OK, venez, et ça va pas mal se passer pour vous. Et donc, au début, on était très attentifs et attentives à qui venait. Maintenant, un peu moins, en fait. Il y a une large moitié, si ce n'est plus, de femmes. De personnes s'identifiant au féminin, en tout cas. Une bonne partie de ces personnes sont des personnes queer au sens de l'acronyme LGBT. Et quelques hommes cisgenres et hétéros, et qui sont pas majoritaires, mais qui, du fait du travail, je crois, qu'on a mis en place d'accueil et d'organisation de l'espace, et du fait de la charte qu'on fait appliquer, parce qu'avoir une charte, il y a toujours des codes of conduct dans les rencontres du libre, dans ces trucs-là, il y a toujours plein de choses qui disent que ça va être super et que tout le monde va être accueilli, mais en général, c'est pas mis en œuvre par les personnes, d'où l'éthique du care et tout le bazar qu'on a raconté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on met en œuvre cette charte, ce qui fait que les personnes qui sont présentes, le public est mixte en fait, mais sont dans une prise en compte de la prise d'espace, dans une prise en compte de la prise de parole, dans une prise en compte de la transmission et de la manière dont elle s'organise, parce qu'on fait en sorte que ça existe de cette manière. Je ne sais pas si la réponse que je fais est claire. Tu veux ajouter quelque chose ? Avant l'existence du Reset, il y avait d'autres hackerspaces sur Paris. Il y en a toujours sur Paris et dans la région, et notamment des hackerspaces comme le Loop ou le Jack qui ont fermé depuis. Et il y a des personnes au Reset qui étaient déjà dans d'autres hackerspaces avant et qui tout d'un coup se sont révélés comme queer, alors qu'avant c'était des mecs cis hétéros, et tout d'un coup en fait dans un espace où c'était possible de dire en fait je suis pas un mec cis hétéro, ces personnes l'ont dit. Et du coup il y a des personnes qui ont été à l'aise pour faire une transition, par exemple parce que les milieux queer parce que les milieux geeks qu'elles fréquentaient pouvaient accepter une identité queer. Il y a des personnes qui n'étaient pas très verbales sur leur sexualité, qui, à partir du moment où elles ont fréquenté le Reset, et pour sans doute d'autres raisons aussi, ont commencé à mettre des mots comme bisexualité, homosexualité sur ce qu'elles étaient. Et donc je pense que parmi les personnes qui fréquentent le Reset, qui fréquentent aussi d'autres hackerspaces, on a aussi une plus grande proportion de personnes qui sont sorties du placard. Et juste un dernier truc, on a aussi des gens qui vont se révéler compétents. En termes de sortie de placard, ça se pose là aussi. C'est-à-dire que la fameuse Céline qu'on a mentionnée, coucou Céline, on t'adore, puisque c'est filmé, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va regarder. Céline, elle est infirmière de formation. Et elle est arrivée parce qu'on avait fait une journée sur prendre soin de soi. Et que le soin, ça la concernait en tant qu'infirmière. Et en fait, maintenant, elle donne des cours de Python, elle fabrique des jeux vidéo, des bornes d'arcade, elle fait de l'électronique, du crochet, de la dentelle, du tricot. En fait, elle a toujours un nouvel apprentissage chaque semaine. Céline arrive en disant « Oh tiens, ça m'intéresse », puis la semaine suivante, elle arrive en disant « Je sais tout faire ». Et cette personne-là, personne ne lui a donné l'espace avant pour faire tout ça. Et on est ultra heureux qu'elle ait pu nous rejoindre, parce que c'est exactement ce qu'on voulait proposer en termes d'espace. C'est-à-dire un espace où on peut à la fois être soi et s'exprimer tel qu'on a envie de s'exprimer, mais aussi se découvrir comme quelqu'un qui a des capacités et qui a du pouvoir faire. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Moi, j'avais une petite question. Comment est-ce que vous organisez l'arbitrage, et est-ce que c'est un problème ou une difficulté que vous rencontrez entre, d'une part, la contestation de la jurisprudence et aussi l'accessibilité à tout le monde, y compris les débutants, et d'autre part l'accompagnement de projets plus pointus et de personnes qui progressent ensemble? Est-ce qu'il y a une tension entre des personnes qui seraient tentées de se fermer pour avancer et avancer ensemble, et d'autre part l'accessibilité à tout le monde et le service que ce serait d'accueillir le tout venant et les débutants? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous arbitrez ça de manière un peu pratique? Moi j'ai l'impression que c'est pas un problème au Reset. On fait des ateliers où en fait effectivement par exemple les cours de Python,
Effectivement, on essaie de progresser d'un cours à l'autre, mais en fait, si la personne a raté le premier cours, en fait, on peut quand même lui faire un récap et la prendre en route, en fait, et l'emmener avec le reste du groupe sur le niveau auquel les personnes sont. Et on essaie de faire ça pour la plupart de nos ateliers. Je crois qu'il y a des gens qui rejoignent encore de temps en temps l'atelier du serveur mail. Qui évolue, qui a rebooté en fait cette année. C'est-à-dire que la première année, ils ont du coup appris à héberger le serveur mail, et en fait en septembre, quand on a réouvert la deuxième année, ils ont dit on va recommencer, et comme ça on va inclure de nouvelles personnes. Mais les personnes qui étaient déjà là l'année précédente peuvent continuer à se former et à progresser dans leur expertise. Donc pour moi, il n'y a pas de conflit là-dessus au reset. Ouais, puis, surtout sur ce reboot du serveur mail, il y a notamment des personnes qui ont appris la première année, qui la deuxième année en fait écrivent la documentation, ce qui permet à la fois que des personnes jump, parce que sur le wiki il y a tout qui est décrit, donc on peut aussi réviser chez soi entre guillemets. Ça permet aux personnes qui ont appris d'apprendre encore mieux en expliquant, et du coup en se posant les questions là où elles se rendent compte qu'elles n'ont pas compris, et ça permet évidemment de refaire tout ça. Et surtout, on n'est pas une start-up, donc on s'en fout d'avancer vite. Pour peu que tout le monde soit bien et puisse à la fois apporter et recevoir des choses. Nous, on met par exemple beaucoup l'accent sur le fait que les personnes présentes qui disent « je sais rien » savent plein de choses et peuvent les transmettre. Donc il n'y a pas cette notion de niveau, même si je comprends le sens de la question par rapport à des choses qui seraient plus pointues techniquement ou quelque chose comme ça. Il y a plein de choses qu'on sait déjà faire, qu'on ne sait pas qu'on sait faire. Et ça peut être aussi du travail non technique. Du travail de craft, du travail de DIY, de fabrication, d'imagination, mais aussi d'accueil, d'organisation. Il y a quelqu'un qui, toutes les semaines, pense à nous apporter à manger. Et c'est super cool, parce que si on ne mangeait pas, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Et tout ça, c'est mis en avant, en fait, à égale valeur. Donc, enfin, égale valeur, j'en sais rien, mais c'est mis en avant, en tout cas, ensemble. Et donc, la question de est-ce qu'on va avoir le meilleur serveur mail de tout Paris, on s'en fiche un peu, en fait, aussi. C'est ce qui fait que ça ne pose pas trop de problèmes, je crois. Tu veux rajouter ? Vas-y. On fait attention d'avoir, à chaque dimanche où on ouvre, on a toujours des ateliers qui sont accessibles aux débutants. Quiconque vient pour la première fois trouvera un atelier à son niveau, quel que soit son niveau. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir plusieurs ateliers dans la journée, et puis on peut avoir des petits groupes de travail qui travaillent dans un coin, pas seulement parce que ces personnes ont une certaine compétence, mais aussi parce que ces personnes ont une certaine connivence. Ça peut être des potes qui se rejoignent pour travailler sur quelque chose. Et tous les ateliers n'ont pas besoin d'être ouverts à tout le monde. Par contre, à chaque fois, on a au moins un atelier qui est accessible à tous et à toutes. Je voulais juste signaler qu'à Bruxelles, il y avait le samedis, où c'est femmes et le logiciel libre. C'est juste logiciel libre, mais voilà, c'est un peu dans la continuité. Moi, j'ai encore une question par rapport à votre critique du modèle jurisprudentiel. Donc, j'imagine que vous faites beaucoup de débats sur des questions des questions politiques assez pointues, du coup. Et je me demandais s'il y avait une réflexion sur plus comment garder une trace de ça sur le long terme. Est-ce que, du coup, vous formulez un positionnement ou est-ce que c'est de la remise en question, on va dire, informelle voilà. En fait, ce qui fait trace, c'est ce qu'on fait tous les dimanches pour nous. Donc, il n'y a pas de grandes assemblées générales du genre international cyberféministe, même si ça aurait de la gueule, ce serait génial. On discute entre nous et c'est issu des moments d'organisation. Quand on se réunit pour organiser, par exemple, le planning du mois, on va aussi discuter de questions plus de fond. Quand on discute entre nous, en fait, dans le concret et dans la préparation, sont aussi les questions politiques qu'on se pose. Et du coup, on va travailler tout ça en continu, ça nous traverse, et c'est au moment où on est invité, par exemple ici, qu'on va formaliser ça et se dire tiens, en fait, sur quoi on se base et pourquoi on fait ça, et essayer de donner plus de consistance à notre réflexion. Je me demandais si vous venez à un peu d'y répondre, mais si vous aviez peut-être une action politique en dehors de l'hackerspace, peut-être, je sais pas, au sein de la ville de Paris, en dehors peut-être du fait qu'on vous invite, qui est déjà une action en elle-même. Et alors, si finalement il y avait un espèce de mouvement comme ça, un peu des hackerspace féministes en France, ou pas spécialement, ou on aimerait vraiment large, hein. Vous connaissez d'autres, j'imagine qu'il y en a d'autres qui existent, que vous rencontrez
On a plusieurs personnes qui nous ont contactés pour savoir si elles pouvaient, par exemple, reprendre notre charte, etc. Je sais qu'il y a un groupe notamment à Lyon qui voulait se monter, mais aussi À Strasbourg, à Rennes aussi. À Rennes, c'était pas Nantes. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs endroits qui cherchent à se monter comme groupe. Il y a des groupes qui ne sont pas féministes, mais qui s'inspirent quand même de notre travail pour devenir plus inclusif et inclusive. Et en dehors de la spécificité des hackerspaces féministes, il y a aussi tout un travail qui a été fait dans les milieux geeks et hackers par des féministes bien avant l'ouverture du Reset, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de groupes de geeks et de hackers en tout cas sur Paris, parce que moi je les vois surtout sur Paris, mais qui en fait sont féministes. Il y avait cette histoire qu'on a déjà racontée, où un jour on a fait une crypto-partie pour les militantes. Et il y a des personnes qui sont venues nous dire oui, mais la non-mixité c'est mal, il faut que les crypto-parties elles soient ouvertes à tout le monde. Du coup, on peut pas faire des crypto-parties non mixtes. Alors bon, déjà c'était pas non mixte, donc voilà. Et en fait, on a absolument pas répondu à cette personne. Il se trouve qu'il y a des mecs cisgenres hétérosexuels qui sont juste des geeks sur Paris. De hackerspace ou de mouvements militants autour du numérique, qui ont répondu à cette personne en disant bah non, mais s'il y a des meufs qui ont besoin d'apprendre, la non-mixité c'est très bien, ça peut leur permettre ça. Et en fait, il se trouve que le travail féministe qui a été fait dans ces espaces-là, avant le Reset et qui continue avec le Reset et avec la visibilité du Reset, en fait, il porte ses fruits et les milieux geeks de manière générale, à mon sens, deviennent de plus en plus féministes. En tout cas, j'en ai l'impression. C'est optimiste, mais c'est bien. Voilà, un grand merci encore à vous trois pour votre participation et vos explications hyper intéressantes. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous invite au prochain rendez-vous qui s'intitulera « L'individu contemporain, un hyperlieu incarné ?» Point d'interrogation. Une conférence de Michel Lusseau, donc le 12 juin de 10h30, toujours à midi. Bon appétit à toutes et tous et à très bientôt. Merci encore.